Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH Emploi de Bismart en direct, vous le savez, du lundi au vendredi. Je suis très heureux d'être avec vous, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job, concilier sport de haut niveau et un emploi. Nous partons à la rencontre d'une championne d'escalade et elle est ingénieure, la tête et les jambes. Elle est avec nous sur ce plateau. Smart et réglo, vous êtes dirigeant d'entreprise, gérant, président. Vous avez des responsabilités, on vous explique tout dans quelques instants dans notre rubrique juridique. Pause café avec Fanny Griesmer, ça fait toujours du bien de prendre un petit café. Ces entreprises qui prennent des libertés avec les vôtres, vous verrez des exemples, pas qu'en France d'ailleurs, en Chine notamment, qui vont vous faire sourire, jaune peut-être. Le cercle RH et les experts de Smart Job, on revient bien entendu sur ce couvre-feu à 18h qui va avoir des conséquences sur votre vie personnelle, mais sur la vie économique aussi. Et puis on parlera aussi de la vaccination, on fera le point avec nos experts. C'est le cercle RH. Et puis à la fin de notre émission, le livre de Bismart, c'est chaque vendredi et nous recevrons un auteur, une auteure. Décider, ça se travaille. On parlera, et vous l'aurez compris, de la décision aux éditions Erol. Marine Balançard, l'une des auteurs, sera avec nous à la fin de notre émission. Tout de suite, bien dans son job, on va prendre un petit peu d'altitude. Bien dans son job. J'ai envie de dire aujourd'hui, j'ai envie de l'intituler bien dans son job et dans son sport, parce qu'il y a souvent le lien entre le sport et le travail. C'est un peu le thème d'ailleurs de notre rubrique aujourd'hui. On accueille Fanny Gibert. Bonjour Fanny. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Alors pour ceux qui ne vous ont pas vu arriver, c'est-à-dire personne, vous êtes venu en skateboard et je vais vous présenter évidemment. Vous êtes championne d'escalade en bloc, c'est-à-dire en salle pour ceux qui font de l'escalade. Médaille de bronze au championnat du monde de bloc en 2018 et 2019. Vice-championne de France combinée, vous nous expliquerez le lien en 2018. Championne de France bloc 2015, 2017, 2018, 2019. Membre de l'équipe de France depuis 2010. Voilà pour le palmarès. Préparation de 2024. On reviendra sur ce faux pas pour Tokyo, mais on nous dit peut-être que Tokyo n'existera pas, qu'il n'y aura pas de JO. Et vous êtes ingénieur mécanique, on reviendra sur votre profession, à la RATP, et vous intégrez une forme de sport-études professionnel, c'est comme ça qu'on peut le dire. Vous êtes ingénieur à la RATP et on vous libère du temps pour vous entraîner, c'est ça ? Oui, c'est un peu ça. Donc j'ai fait un sport-études pendant toutes mes études à l'INSA de Lyon, du coup une école d'ingénieur. Et je continue sur cette lancée puisque j'ai signé avec la RATP un contrat à temps partiel, donc je travaille à 50% et j'ai 50% de mon temps qui est libéré pour m'entraîner. Pour vous, c'est quoi pour une sportive de haut niveau ? L'exigence de l'escalade, c'est un sport très difficile, très compliqué, c'est très exigeant votre sport. Qu'est-ce que ça vous libère ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Ça m'apporte plein de choses, ça m'apporte un épanouissement parce que je pense que je vis des moments exceptionnels en compétition. C'est réussir à être présent à un instant et saisir un instant qui passe qu'une fois pour faire l'exploit, ça c'est assez exceptionnel. Et puis construire toute une préparation pour être là le jour J, c'est aussi un long chemin qu'on partage avec plein de gens. Donc c'est assez complet tout ce que ça m'apporte. Quand même, précisons, c'est intéressant. Notre titre, c'était la tête et les jambes. Et c'est vraiment ça chez vous, parce qu'il y a beaucoup de sportifs. Et on le voit d'ailleurs, les fins de carrière sont souvent difficiles pour certains sportifs, parce qu'ils ont fait que leur sport. Et que, bien, au bout de la carrière, ou parfois au moment d'une blessure, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas de diplôme. Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur génie mécanique et développement obtenu à l'INSA Lyon. Et vous intégrez au sein de la RATP à l'élaboration de matériel roulant. On va voir des images peut-être dans quelques instants, parce qu'on vous voit grimper. On vous voit aussi la tête dans des composants. C'est important pour vous l'équilibre des deux, d'être une sportive de haut niveau, vous visez la médaille d'or, et je vous le souhaite au JO, et puis en même temps, vous avez quand même envie de vous exprimer dans un métier. Oui, pour moi, ça a toujours été très important de garder l'aspect scolaire, et j'ai fait mes choix en fonction de mes études. Après, j'ai trouvé un bon compromis avec un sport-études qui m'a permis de faire les deux. Et en fait, tout au long de ma carrière, c'est quelque chose qui était difficile à gérer, mais qui m'a, je pense, vraiment porté. Important pour vous, l'équilibre des deux. Oui, très important, parce que ça permet quand on fait quelque chose, on le fait à fond et on oublie un peu l'autre partie. Et dans les deux, il y a des moments de stress et des moments où on a besoin d'évacuer et où c'est important de voir autre chose.
Donc c'est un équilibre qui m'a vraiment apporté beaucoup. J'ai précisé quand même la matière et le métier que vous alliez faire et que vous faites déjà à la RATP, c'est plutôt un univers d'hommes. Que ça se passe comment ça? On vous regarde comment d'ailleurs? Parce que vous n'êtes pas la seule à être une sportive de haut niveau intégrée dans ce pôle RATP. Il y en a d'autres, il y en a des champions de lutte, de pentathlon, je ne vais pas tous les citer. Et vous, on vous regarde comment? Parce qu'on vous pose des questions, on s'intéresse à votre sport. Comment ça se passe cette relation avec les autres ingénieurs et les collaborateurs de la RATP? Oui, on me pose des questions et je pense que les gens ont beaucoup d'intérêt et de curiosité. Et après, c'est quelque chose, j'ai toujours été habituée à évoluer dans un monde un peu plus masculin, dans le sport, dans les études mécaniques. Ouais. Et en fait, je suis plutôt à l'aise avec ça. Je ne m'attache pas forcément beaucoup au genre, mais ouais, c'est intéressant et ça pose aucun problème et c'est plutôt agréable. On a vu des images, on vous a vu, on a vu vous en train de grimper. Ça représente combien d'heures d'efforts, d'entraînement, là, dans le contexte dans lequel vous êtes, puisque je crois que c'est un programme annualisé avec les RATP. Vous travaillez 50%, le reste du temps, c'est libéré pour l'entraînement. C'est quoi la journée type d'une championne d'escalade? Alors, ça dépend un peu des moments de l'année, mais je m'entraîne globalement 20 heures par semaine. Et une journée type, en général, je fais des journées complètes pour la RATP et des journées où je fais D'accord, c'est pas demi-demi, d'accord. Non, je préfère faire des vraies journées de repos où du coup je travaille plutôt la tête. On va dire ça comme ça. Vous faites reposer le corps, vous travaillez la tête, c'est très intéressant ce que vous dites. Puis ensuite, vous faites travailler le corps. Ouais. Comment ça se passe? Vous prenez votre journée à quelle heure? Quand je parle du sport, là, vous avez un plan d'entraînement, vous avez un coach, j'imagine, qui vous donne votre plan d'entraînement? Oui, après c'est très variable. J'ai un programme sur 3 semaines où j'ai un certain nombre de séances et après c'est moi qui vais organiser ma semaine pour pouvoir caler toutes les séances et les organiser de la façon la plus intéressante possible. Donc faire de la force avant de faire un effort plus long par exemple. Et après ça va dépendre des disponibilités des structures et des partenaires d'entraînement. Ah tiens, on vous voit en skateboard d'ailleurs. Donc, ça vous aide pour l'escalade, le skateboard, ou c'est juste une passion parce que vous êtes jeune et que vous avez envie d'être fun? C'est d'abord un moyen de transport pratique écolo, pour rejoindre chez moi et la première station de RER. Et après, je trouve que c'est un sport qui est à sensation et j'aime beaucoup ça, oui. Comment s'est passée la rencontre avec la RATP? Parce que ça, on ne l'a pas évoqué. Comment la RATP choisit, sélectionne, rentre en contact avec des sportifs? C'est vrai que j'imagine qu'il y a des centaines de sportifs qui rêvent d'avoir votre statut, c'est-à-dire de pouvoir, encore faut-il être ingénieur. Il y a eu un entretien de recrutement. Comment ça s'est passé? Oui, en fait, je savais qu'il existait, donc par le pacte performance, c'est un dispositif qui est fait entre le ministère des Sports et certains grands groupes comme la RATP. Donc j'ai rencontré la RATP par ce biais-là et ensuite on a cherché ensemble un poste qui pourrait convenir à mes études. Vous aviez un diplôme d'ingénieur, j'imagine que ça vous a aidé. Oui, mais après, tous les sportifs RATP n'ont pas forcément un diplôme d'ingénieur et en fait, c'est une boîte qui est énorme et il y a des postes, il y a plein de postes vraiment très différents et pour toutes sortes de qualifications. Donc, et donc là, il y a eu ensuite, j'ai fait un entretien, un processus d'embauche classique. Et ouais, c'était. Parce qu'il y a une partie sur le sport, mais celui de RH ne connaît rien à l'escalade, ou très peu. Non, et puis après, il y a le RH classique. Tous les entretiens, c'est des entretiens classiques, comme si j'étais juste un ingénieur lambda. Alors, vous venez sur ce plateau de télévision, alors que les gens qui font de l'escalade sont plutôt des gens un peu taiseux, qui se concentrent sur leurs gestes, sur la beauté de leurs gestes. Là, vous venez en parler. La relation avec la RATP, vous serez sponsorisé. Comment ça se passe? Comment vous rendez à la RATP j'allais dire pas ce cadeau, mais cette possibilité de devenir une championne encore meilleure? Alors, ça passe par des actions de communication, donc comme la vidéo qu'on vient de voir. Qui est très belle d'ailleurs. Et en fait, en parler autour de moi et représenter la RATP à chaque fois que j'en ai l'occasion par des interviews, des vidéos, les réseaux sociaux. Promouvoir l'image de votre sport et de la RATP en même temps. Avant de nous quitter, Fanny, vous avez vu, ça passe très vite en fait, un plateau de télé, c'est beaucoup plus rapide qu'une compétition. Dites-nous, parce que pour ceux qui sont des béotiens,
Je vous demandais, mais alors, ça dit quoi Tokyo? Vous m'avez dit, j'ai échoué au qualif de Tokyo, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a 3 épreuves, on est bien d'accord. Vous êtes en bloc, Oui. mais il y a 2 autres épreuves. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Parce que c'est très compliqué, finalement, d'avoir cette médaille. Oui, en fait, c'est la première fois que l'escalade sera au JO en 2021, si ça a lieu. Mais Et donc, si ça on a a lieu. une seule médaille. Donc, il a été inventé une discipline combinée des 3 disciplines qui existent en escalade. Donc, le bloc, ma discipline, la difficulté, ce qui se pratique avec des cordes, et la vitesse, où là, c'est une même Chrono. poids et c'est le chrono. Et là, vous, votre spécialité, c'est le bloc, on est d'accord, hein, parce qu'on a vu vos titres, vous êtes une des meilleures sur le bloc, mais le problème, c'est qu'il faut travailler aussi le reste. Oui, Donc vous avez dans votre programme, j'imagine, des plans d'entraînement pour la corde, pour le travail de la corde. oui. Oui, et ça faisait 2 ans que je m'entraînais pleinement pour ce combiné, et ça a été un travail pour tous les athlètes, puisqu'on est tous spécialistes et personne fait oui. du combiné. Donc voilà, et ensuite, À une place près, vous me malheureusement, disiez. voilà, à une place près, C'est très dur. c'est assez dur, et c'était un peu une surprise, parce que comme vous dites, je suis une des meilleures en oui. ma discipline, et voilà, c'est les lois du sport. Et... Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui a bugué pendant cette épreuve? Parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, ça dure. C'est un sport d'une pureté incroyable. C'est le geste parfait, c'est Ouais. le rythme parfait. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est assez... Enfin, je me l'explique pas vraiment. Et Toujours pas. Je pense qu'il y a, il y a une part un petit peu aléatoire dans la compétition, toujours. Oui, bien sûr. Ouais, Ouais, j'ai juste manqué de ce petit truc. Ouais, on vous sent encore un peu blessé du. Ah, ça a été un échec vraiment c'est dur. très dur. C'est, je pense, le plus gros échec de ma carrière. Mais sûrement celui qui m'a le plus formé aussi. Et qui Ça, c'est un vrai sujet que vous soulevez d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire comment on se nourrit d'un échec pour être encore plus fort. Ouais. Et là, vous vous sentez plus forte, je veux dire, à travers l'échec, en essayant de tenir compte de ce qui s'est passé le jour de cette compète. Oui, parce que ça me paraissait tellement insurmontable, et de me rendre compte que finalement j'ai réussi à m'en sortir, et que je suis encore capable de m'investir dans un projet aussi énorme. Vous êtes toujours vivante, Fanny Gibert, et je vous souhaite d'avoir cette médaille, en tout cas de briller au JO de Paris, puisque votre objectif maintenant c'est 2024, qui est un bel objectif pour justement vous entraîner, et vous êtes une sportive à la RATP, ingénieure, je rappelle, hein, c'est la tête et les jambes, ce qui est intéressant. Merci Fanny, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Vous avez laissé votre skateboard à la sortie, vous allez le reprendre, parce que c'était pas une blague, vous êtes vraiment venu avec votre skate. Écoutez, je vous dis bon vent, parce qu'on dit pas bonne chance, bon vent pour la suite de vos compétitions, puis la joie que vous mettez dans votre sport. Merci Fanny. La suite de notre programme, alors on va revenir là, on va quitter un peu l'altitude, les cordes et les blocs, on va s'intéresser à une rubrique juridique, c'est Smart et Réglo, et aux responsabilités du chef d'entreprise, du président, du gérant de société. Il en a beaucoup et on va les expertiser dans quelques instants. C'est tout de suite. Dirigeant d'entreprise, bah oui, vous êtes dirigeante et dirigeant, puisqu'on fait aussi de l'inclusion dans nos lancements. Vous êtes nombreux à nous regarder, vous êtes jeune dirigeante, jeune dirigeant, vous avez des responsabilités. Alors souvent, on est un peu enflammé par la joie de créer son entreprise, sans trop voir évidemment les responsabilités. On en parle avec Arnaud de Villiers de l'Isle-Adam. Vous êtes juriste expert en droit des affaires chez SVP. Concrètement, nous, on a choisi, et vous l'avez choisi, cette rubrique, de nous en parler. Pourquoi c'est si important d'expliquer quand même un peu le code de la route du dirigeant ? C'est important parce que le dirigeant ne se rend pas forcément toujours compte de l'ensemble des responsabilités qu'il a. C'est-à-dire que très paradoxalement, et nous on le voit au quotidien avec les dirigeants qu'on peut avoir au téléphone. Hein. Ah bon? J'ai ça? Ah bon? Oui, c'est un petit peu ça. Bah ouais. Ils sont souvent un petit peu décomposés. Ils sont décomposés de voir à quel point les responsabilités qui pèsent sur eux sont à la fois lourdes et très nombreuses. Alors, est-ce qu'on peut les lister? Hier, on en a parlé d'un certain nombre sur la santé au travail, par exemple, puisqu'on est beaucoup dans la vaccination. Le chef d'entreprise, on l'évoquait sur ce plateau, a des responsabilités pour garantir la santé de son collaborateur. Quelles sont-elles, ces responsabilités? Elles sont très nombreuses. Très, très nombreuses. En fait, on ne peut pas parler vraiment d'une responsabilité, en effet, du dirigeant. On va parler de la civile, on peut commencer par ça. Exactement. La première d'entre elles, c'est la responsabilité civile, c'est-à-dire lorsque, tout simplement, vous avez un dirigeant
qui va avoir des comportements qui vont à l'encontre des intérêts de l'entreprise. Alors ça peut se traduire de différentes manières. Ça peut se traduire par ce qu'on appelle des fautes de gestion classiques, c'est-à-dire dans le quotidien de l'entreprise, le dirigeant va commettre une faute. Ça peut être par exemple le fait d'octroyer des rémunérations un peu trop importantes aux salariés. Ça peut être le fait de ne pas payer les créances de la société en temps et donc du coup se retrouver avec des intérêts moratoires. Bon. Il y a un panel de fautes de gestion qui est extrêmement importante, mais ce sont deux exemples. Il y a aussi également le fait de ne pas respecter les statuts de la société. Ça arrive très souvent. Fixer le jour de la création de l'entreprise. Fixer exactement, qui sont finalement la loi. Constitution en fait. Hein. C'est la Constitution, c'est la loi des associés en fait. Et évidemment, le dirigeant est le premier à devoir les respecter. Et il ne les respecte pas forcément toujours. Arnaud, responsabilité pénale, ça on en a beaucoup parlé dans les médias mainstream. On parle beaucoup de la responsabilité pénale. Quand on va au pénal, c'est sérieux. On dit attention, il y a des risques au pénal. En général, le dirigeant dit oui, effectivement, je vais faire attention. Alors ça, c'est le niveau 2 de la responsabilité, voilà. si j'ose dire. C'est oui, il y a évidemment ce risque-là qui est présent. Alors, les textes pénaux sont d'interprétation stricte, donc il faut véritablement avoir eu un comportement soit délictueux, soit carrément criminel pour en arriver là, mais c'est des choses qui peuvent évidemment arriver. Assez rare. C'est assez rare, mais c'est une épée de Damoclès souvent qu'on brandit. C'est une épée de Damoclès, mais on voit quand même, et on le voit notamment dans les médias, qu'il y a des dirigeants de temps en temps qui sont condamnés. On entend évidemment très souvent parler de l'abus de biens social, qui est, on va dire, une infraction assez médiatique. On avait vu il y a quelques années Jean-Marie Messier et plus récemment le président de Nissan qui n'a pas été condamné. Je crois que l'instruction est en cours, mais qui est suspecté d'avoir utilisé les fonds de l'entreprise pour notamment organiser des soirées. L'affaire Carlos Ghosn, c'est clair. Notamment son anniversaire au château de Versailles, qu'il conteste d'ailleurs, bref. Exactement, non mais il n'a pas été condamné. Il n'a pas été condamné. Il y a la prise illégale d'intérêt aussi. Oui, absolument. Alors, prise illégale d'intérêt. C'est plus compliqué là. Oui, alors souvent on dit le patron il confond la carte bleue de l'entreprise avec sa carte bleue. C'est souvent ce qu'on entend quand on parle de PME, quand on parle de petites entreprises, qui ne sont pas des affaires médiatiques. Oui, alors on va plutôt justement quand il confond, on va dire justement les deniers de l'entreprise et on va dire son compte bancaire personnel, on va plutôt aller sur justement l'abus de bien social généralement ou l'abut de confiance. L'abus de confiance. On ne peut pas utiliser l'abus de bien social dans toutes les entreprises et notamment dans les sociétés civiles. Donc on va utiliser l'abus de confiance. Là, ça c'est le volet pénal. C'est effectivement quand le patron commet des actes délictueux et que c'est prouvé par la justice, parce qu'après il faut qu'il y ait quand même un jugement. Il y a aussi une responsabilité très forte lorsque l'entreprise va mal. Absolument. Là, il est en première ligne. Et je dirais que malheureusement, c'est une responsabilité qui est un petit peu à la mode parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup d'entreprises qui vont pas bien avec la crise sanitaire. Et donc, évidemment, c'est une responsabilité qui intervient de plus en plus. Alors, c'est à modérer quand même. C'est-à-dire que c'est une responsabilité qui ne pourra être engagée qu'à partir du moment où il y a eu une faute du dirigeant et que cette faute est la cause directe de la situation. Là, aujourd'hui, exactement. C'est-à-dire que dans l'état actuel des choses, la plupart du temps, c'est pas la faute du dirigeant, ça va être la faute, ça va être malheureusement la faute de l'économie et de la situation sanitaire. Arnaud, qui attaque qui? Parce que c'est compliqué là. Mettons le Covid de côté. C'est un salarié, c'est un délégué syndical qui va lancer une procédure expliquant que si la situation de l'entreprise est en mauvais état, c'est la directe. Qui prend le lead là? Alors, souvent, ça va être un créancier de l'entreprise. D'accord. La banque, par exemple. Exactement. C'est-à-dire que on va se retrouver avec une société qui n'a plus d'argent. Donc, on ne peut pas tondre un œuf. Donc, il va bien falloir évidemment trouver quelqu'un qui va pouvoir payer. Et ça peut être en effet le dirigeant qui peut se substituer à la société pour payer tout ou partie du passif social de l'entreprise. Avant de nous quitter, c'est intéressant pour essayer de le reconnecter au concret, parce que là, on est sur un paysage très théorique de ces responsabilités, mais vous, dans votre structure, expert juridique, quelles sont les questions que vous posent en ce moment les chefs d'entreprise, justement, eu égard aux responsabilités qu'ils ont ? C'est beaucoup lié justement à la situation sanitaire, c'est-à-dire qu'ils se posent énormément la question de savoir... Qu'est-ce que je peux faire pour les protéger ? Qu'est-ce que je peux faire pour me protéger ? Et il y a plusieurs façons de se protéger lorsqu'on est dirigeant, parce que évidemment le tableau que je viens de dresser est relativement noir, mais il y a évidemment des solutions qui existent. Oui, Il y a à la fois des solutions qui existent pour limiter
on va dire en partie ou en totalité de sa responsabilité. Et vous avez aussi des solutions qui permettent de limiter les conséquences de cette responsabilité, qui sont souvent des conséquences financières. Parce que, évidemment, au niveau pénal, on peut aller en prison, mais c'est relativement rare. Très rare. Généralement, c'est de l'argent. On paye des amendes, on paye des dommages et intérêts. Donc, la première des solutions qu'il faut mettre en place quand on est dirigeant, et ça c'est très important, c'est des délégations de pouvoir. Les obligations qui pèsent sur un dirigeant sont absolument énormes, elles sont pléthoriques. Je pense qu'il faut savoir déléguer, il faut que le dirigeant comprenne qu'il ne peut pas tout faire. Donc il délègue à qui très concrètement ? Alors il va déléguer à des salariés de l'entreprise, des préposés, qui donc vont recevoir ce pouvoir, mais sur des sphères de compétences très précises. Il est fondamental de dire que quand on met en place des délégations de pouvoir, ça ne peut pas être une délégation générale. Le dirigeant ne peut pas dire je vais me délester sur telle personne. C'est ciblé sur une thématique. Si la délégation n'est pas ciblée sur une thématique ou sur un acte précis, elle ne marchera pas. Oui, bien sûr, il faut que la personne soit spécialisée et gère une partie. Exactement, et donc ça permettra notamment de déléguer sa responsabilité pénale. Et ça, c'est absolument fondamental. Pas la diluer, parce que ce serait malvenu de le dire. En quelque sorte, un peu. La diluer, si, parce que si jamais il y a une infraction qui est commise et qu'on a mis en place une délégation de pouvoir, le dirigeant ne sera pas responsable pénalement. Il ne pourra pas s'exonérer de sa responsabilité civile, mais il pourra s'exonérer de sa responsabilité pénale. Merci Arnaud de Villiers de l'Isle-Adam. Merci d'être venu sur notre plateau et de nous éclairer, à la fois pour faire un tour d'horizon général, mais aussi pour faire un focus sur la réalité aujourd'hui des patrons qui appellent votre structure. Je rappelle que vous êtes juriste expert en droit des affaires chez SVP. Vous revenez quand vous voulez, ici ou dans notre débat. Vous avez vu qu'on a des débats sur notre plateau. La suite de notre programme, on va faire une petite pause café, avec Arnaud peut-être, avec Fanny Griesmer évidemment. Vous allez voir, on va quitter la France là, avec des exemples drôles, je ne sais pas. C'est tout de suite. Une pause café. Alors, je vous ai un peu vendu le caractère drôle et joyeux de la chronique. Peut-être me suis-je un peu emballé, Fanny ? Non. Je ne sais pas si vous allez rire, mais en tout cas, hier, on évoquait l'idée d'être surveillé par des logiciels qui surveillaient les télétravailleurs. Là, on va quitter la France parce que il y a comme ça des règles un peu étranges que des entreprises essaient de mettre en place. Racontez-nous. Je trouve ça extravagant. C'est vrai que je vous avais promis hier, Arnaud, de vous faire voyager. Alors, je vous propose ce matin de partir en Chine, direction la province de Guangdong, à la découverte de cette entreprise où la liberté la plus primaire, celle d'aller aux toilettes, est fortement remise en cause. Cette entreprise chinoise, Anpu Electric Science and Technology, a récemment mis en place un système sanctionnant les employés qui se rendent aux toilettes plus d'une fois par jour. Concrètement, les employés devaient s'enregistrer auprès de leurs responsables, avant d'aller aux toilettes. Et au-delà d'une sollicitation, bim, la sanction, bien sûr financière, vous l'aurez compris. Fin décembre, 7 employés de l'entreprise ont reçu une pénalité de 20 yuan, qui correspond à peu près à 2,50 € pour s'être rendus plus d'une fois aux toilettes. Et dans la journée en plus, donc c'est vraiment très restrictif. Une amende déduite de leur prime mensuelle. L'affaire a été rendue publique. Heureusement. Bien sûr. Des membres du personnel ont dénoncé cette pratique sur les réseaux sociaux. Les médias s'en sont fait l'écho. La réponse de l'entreprise, assez savoureuse. Je cite, « Nous sommes impuissants. Le fait est que les employés sont paresseux au travail. » D'accord, donc pour eux, en tout cas, ils assimilaient l'idée d'aller aux toilettes comme d'une sorte de pause déguisée, c'est un peu ça. C'est ça, en fait, la direction a avancé le fait que certains employés en profitaient pour prendre une petite pause, même fumer dans les sanitaires, et que globalement, ils perdaient beaucoup trop de temps dans les toilettes avec des petites pauses pipi intempestives. Donc si je comprends bien, ils peuvent quand même continuer à aller aux toilettes quand bon leur semble, puisque ça s'est mal passé quand même. Bien sûr, on est d'accord. L'histoire ne dit pas si les pauses étaient chronométrées pour avancer c'est terrible. La raison de la perte de temps. En tout cas, rassurez-vous, la pratique est illégale. L'entreprise a donc été forcée de modifier son règlement et de rembourser également ses employés. Alors on revient en Europe, Fanny, avec un exemple qui n'est plus lié évidemment à l'idée de pousser les salariés à travailler plus, mais à mieux les protéger. Là aussi, c'est poussé à l'extrême. C'est incroyable ce que vous allez nous raconter. Alors là, c'est vrai qu'on rentre en France avec un petit peu de technologie dans nos bagages. On va faire une petite halte du côté de Gien, dans le Loiret, un département qui vous est cher, le Loiret. Je le sais. Pour lutter contre le Covid-19, le fabricant suédois de produits d'hygiène Essity veut mettre en place un nouvel outil au sein de ses différents sites, notamment celui de Gien, qui emploie près de 500 personnes. Il s'agit d'un petit boîtier anti-rapprochement physique. Donc concrètement, vous avez un petit boîtier, vous le mettez autour du cou ou autour
autour de la taille. Voilà. Autour de la taille, c'est peut-être mieux. Et dès lors qu'on s'approche trop près de quelqu'un, il émet un son de plus de 83 décibels. Donc c'est une alarme. En fait, vous avez une alarme. Une alarme, vous voilà, baladez autour avec du une cou, alarme. autour de la taille. Bon. Il s'agit d'un dispositif développé par une entreprise belge et qui, au-delà de biper très fort, il est également capable de savoir si le boîtier d'un salarié testé positif au Covid-19 a rencontré un autre boîtier, et donc ça permet d'identifier les cas. Donc quand on est contaminé, ça fait bip 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 un peu plus et ça match Voilà. en fait. Bon, alors j'ai fait quelques recherches. Il ne fait pas que bip bip bip, il peut également vibrer. Ou alors il peut y avoir un petit signal lumineux à LED, mais bon, il faut avoir le nez dessus. Moi, je pensais qu'il sortait une odeur pestilentielle. Non, il ne fait pas ça Non, pas encore. Donc, Peut-être qu'il va donner des idées. À la version putois, en fait, sortant une odeur horrible qui fait que le salarié est obligé évidemment Ça pourrait. sorte Pas d'odeur encore. Alors bien évidemment, les salariés et syndicats sont vent debout. Ils dénoncent une initiative qualifiée d'anxiogène et d'infantilisante, même bien plus une atteinte aux libertés individuelles, avec cette crainte, bien sûr, que ce dispositif ne serve à tracer les déplacements et les agissements des employés. Mais ça reviendrait d'une manière plus subtile à faire ce que les Chinois font d'une manière plus directe. Voilà, c'est ça. C'est ça, ça. Voilà. Mais vous le disiez, hein, l'objectif affiché par la firme, c'est de garantir et de renforcer la sécurité de ses collaborateurs. 2800 employés sont concernés en France. Pour l'instant, on ne sait pas s'ils seront vraiment équipés de ce boîtier. Il y a un CSE qui doit se réunir la semaine prochaine où l'entreprise devra préciser les modalités de fonctionnement du boîtier. Juste avant de nous quitter, vous l'avez vu, ce boîtier, il est gros comment? Parce qu'un boîtier autour du cou, on a l'impression d'être un chien avec son collier anti-puce. Un visuel de ce boîtier, mais j'imagine que ça ressemble peut-être à ce que vous avez, vous, niveau son. Au niveau son, d'accord. Donc c'est plutôt un petit boîtier rectangulaire. Bon, mais mettez-le plutôt à la taille. Voilà, ce serait peut-être mieux que autour du cou. Oui. C'est peut-être pas du plus bel effet. Ouais. En tout cas, merci Fanny d'être venue nous éclairer entre Gien et la Chine. On se retrouve lundi. Oui, j'ai très envie de vous faire rire lundi. Ah là, on rit lundi. Ah oui, on a déjà un peu ri avec la pause pipi. Voilà, mais là, du concret. Mais du rire, du vrai rire. Bah écoutez, on se retrouve. Bon week-end évidemment, Fanny. Bon week-end. On se retrouve lundi. La suite de notre programme, c'est après cette courte pause, c'est les experts de Smart Job. Vous connaissez le rendez-vous. On va s'intéresser au couvre-feu 18h. C'est tombé hier par la voix de Jean Castex. Et puis on s'intéressera à ce PGE repoussé d'un an, mars 2022. Et déjà, certains experts considèrent que certains commerçants ne pourront pas le régler de toute manière et qu'il faudra écraser cette dette. On en parle dans quelques instants avec mes invités, après cette courte pause. Soldes. Oui. C'est bien, ils vont être en plein dedans. Voilà, le débat a commencé. Je suis ravi de vous retrouver. Évidemment, vous l'aurez compris, on est en direct. C'est la magie du direct. Vous savez, les débats commencent parfois un peu avant même que la lumière s'allume. Aujourd'hui, évidemment, les experts de Smart Job, comme tous les vendredis, avec deux sujets centraux, parce qu'il y a la vaccination et le Covid, et parce qu'il y a ce couvre-feu à 18h. Ça va avoir des conséquences pour votre vie quotidienne, mais aussi sur la vie des entreprises. Et puis, on parlera en deuxième chapitre d'un sujet qui est lancé par René Ricol. Vous savez, c'était le haut-commissaire aux investissements auprès de Nicolas Sarkozy. C'est lui qui avait accompagné après cette crise 2008 et qui dit très clairement aujourd'hui dans les colonnes de l'Express, il y a des commerçants, il y a des artisans qui ne pourront pas payer ce PGE repoussé d'un an à mars 2022. Commençons par vous présenter mes invités. À ma droite, Dominique Restineau, président de la CCI Paris, fondateur de Mouv'J. Et puis on parlait de vous hier sur ce plateau parce que vous avez signé avec plusieurs autres personnalités, dont l'ordre des experts comptables, l'idée que l'entreprise devait prendre sa part dans ce processus de vaccination. Bon, c'est pas totalement gagné, peut-être que vous nous en direz un mot tout à l'heure. On est dans la phase 3 sans trop savoir quand tout ça aura lieu. Jean-Michel Garrigue, ravi de vous retrouver, directeur associé en charge des RH et du développement chez BLB Associés, ancien DRH par ailleurs dans plusieurs secteurs, dont les médias. Stewart Shaw, ravi de vous accueillir, consultant en stratégie d'opinion chez Via Voice. On prendra le pouls de l'opinion. Tiens, je commence par vous. Covid, vaccination, ça patine. Les 75 ans vont pouvoir accéder à cette vaccination. Et puis on nous dit hier soir, couvre-feu à 18h, il faut limiter les interactions sociales. Ça commence à être psychologiquement difficile, ça, pour les Français et les chefs d'entreprise. C'est usant, c'est une question d'endurance maintenant. Peut-être une petite note positive. On avait réalisé à la fin de l'année, au début de l'année 2021, un baromètre des décideurs en partenariat avec HEC, qui montrait, donc qui mesure l'état du moral des décideurs, des cadres. Il est important ce baromètre. Il est important et il montre en tout cas à la fin de l'année qu'il y avait dans l'effondrement des perspectives économiques marquait le pas
pour une fois en 2020. C'est-à-dire qu'on avait des décideurs français qui, après un an de recul, s'étaient dit finalement, que leur entreprise avait plutôt tenu bon. On a survécu. On a 66% des décideurs qui se disent finalement, on n'anticipe pas forcément dans notre propre entreprise des plans de licenciement. Donc ça, c'est quelque chose qui était positif. Certains même entrevoyaient des opportunités professionnelles au sein même de leur entreprise. Donc un moral qui commençait un petit peu à retrouver un élan positif et une perspective, une dynamique un peu plus positive. 18 heures, indépendamment de la vie quotidienne des mères de famille, des pères de famille qui vont faire leurs courses plus tôt, tout ça a des conséquences sur les entreprises. J'ai lu quelques articles qui disaient c'est pas si simple pour une entreprise un couvre-feu à 18 heures. Non, c'est très compliqué. Et en plus de ça, il y a une condition de la reprise économique qui avait été mentionnée par les décideurs dès l'année dernière, c'est effectivement la situation des petites entreprises et des commerçants. Plus de la moitié des décideurs estimaient qu'aucune reprise économique n'était possible s'il a persisté cette situation aussi difficile des petits commerces et des petites entreprises. Dominique Restineau, couvre-feu à 18 heures. On n'a pas le choix, c'est le Premier ministre qui l'annonce pour des raisons sanitaires, de sécurité sanitaire. Enfin, personne ne le remet en question, mais néanmoins, à 15 jours, on va voir la phrase de Jean Castex qui dit attention, c'est 15 jours, si dans 15 jours, au moins 15 jours. Mais si on découvre qu'il y a un pic épidémique, on va se retrouver en situation allemande, c'est-à-dire un confinement total. Vous dites c'est mieux que rien, 18 heures, parce que si on a un confinement total, de nouveau patatras. Bon, c'est mieux que rien, certes, en même temps, c'est ce qui vient d'être dit. 18 heures, c'est quand même pas simple pour que les gens vivent, pour que les gens fassent leurs courses, je pense au commerce tout simplement. On se retrouve dans une situation où on ne sait plus où aller, si on doit aller travailler, si on doit aller faire ses courses. Alors ça va se reporter sur le week-end, je l'espère en tout cas, mais il y a un point qui est extrêmement important pour moi, une décision, moi je ne la partageais pas, donc je le redis, une décision, et notamment pour les métropoles, pour l'Île-de-France et pour Paris, moi je préside la Chambre de commerce de Paris. Ça colle pas à 18 heures comme horaire. Non, c'est surtout que ça colle pas, c'est que les soldes ont été décalés absolument. Sous différentes raisons, comme quoi les commerçants doivent refaire des marges. Moi, je pense toujours que attention à ce qu'il n'ait pas une double peine et qu'ils se retrouvent avec des stocks sur les bras et qu'ils n'arrivent pas à faire de trésorerie. Ça n'arrive pas à écouler, bien sûr. Et là, maintenant, et donc il va falloir trouver une solution parce que les soldes, ça devait commencer à partir du 13-14, d'accord ? Donc là, on va rentrer dans la période des soldes où on est en plein confinement, ce week-end, où on est en plein confinement. Donc là, il y a un véritable problème et il faut vraiment reprendre les choses en main par rapport aux soldes. Donc vous faites un focus parce qu'il y a les bonnes nouvelles venues de HEC et du baromètre d'entreprises un peu plus grosses, mais là, ce que vous nous dites, c'est que le tissu économique des petites entreprises, des commerçants, il souffre, on est d'accord ? Oui, alors il souffre. Il y a avec l'OCED, l'Observatoire consulaire de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, il y a un chiffre. Aujourd'hui, c'est les défaillances. Au départ, c'est moins 35%. Alors tout le monde se dit, comment est-ce possible ? C'est moins 35% pour l'instant parce que, et grâce à ce qui a été mis en place par le gouvernement, par la région, par la mairie de Paris, l'amortisseur, il est là. C'est demain comment ça va se passer. Donc c'est une course, je dirais, non pas contre la montre, ici en même temps par rapport à la vaccination, c'était le sujet que vous aviez, pour comment on va pouvoir passer cette période, comment peut-être que la température, si elle remonte, ça aide également. Moi, je ne suis pas scientifique, mais c'est parfois ce que j'entends. On va souffler sur les braises. Voilà, exactement. Et ça, c'est une difficulté de jouer contre la montre par rapport à tout ça. Dans quel état d'esprit vous êtes, Jean-Michel Garrigue ? Focus entreprise aussi, parce qu'il y a les mères de famille, il y a les salariés qui bossent dans les entreprises, mais il y a des entreprises. J'aime bien l'image de Stewart Shaw. On courait à 100 mètres en mois de mars, on s'est dit, bon, ça va aller très très vite, on va le courir très vite. Après, on est passé aux 10 000 mètres, pour faire une métaphore sportive, c'était un 10 000. Septembre, on s'est dit, ça y est, on a passé la ligne d'arrivée. Et puis non, on nous dit, non, c'est un marathon. On est en train de partir sur une course de 100 km là. Alors, c'est Paris-Millau. C'est un marathon qui a une caractéristique assez amusante, c'est qu'il est dans le brouillard et on déplace en permanence l'endroit où se situe la ligne d'arrivée. Le président de la République a quand même dit la semaine dernière, et je rends hommage à sa sincérité, qu'il naviguait au doigt mouillé semaine après semaine. Ce qui est quand même un extraordinaire aveu d'impuissance. Ce n'est pas une critique dans ma bouche. Je préfère être à ma place qu'à la sienne. La zone est incertaine. Mais la situation est totalement incertaine. On n'arrête pas de déverser des torrents d'argent sur l'économie. On en a déjà parlé plusieurs fois après le premier confinement. Et on va en parler. Et on va en parler. Beaucoup d'efforts sont faits. C'est incontestable. La pression ne cesse d'augmenter, puisque, vous l'avez sûrement remarqué, en 3 semaines, le pourcentage de Français favorables à la vaccination
est passé d'un petit 40 à un quasi 60, donc faisant d'autant plus monter la pression sur le gouvernement qui est incontestablement très en retard. Qui manque de doses, hein, il faut quand même Qui le manque de préciser. doses, Alors, c'est pas bien que sûr. de la faute du gouvernement, mais on manque de doses. De Ça, doses, parfois de seringues, voilà. Oui. Et donc, on donne l'impression d'un extraordinaire amateurisme, d'une politique qui évolue en fonction des semaines, parfois en fonction des journées. Ça, c'est mauvais signe pour le chef d'entreprise. On entend souvent, indépendamment du Covid, j'ai besoin d'un cap, j'ai besoin de règles claires. Et quand on me donne des bonnes règles, moi, j'y vais. Là, c'est un peu flottant quand même. Hein. Et puis non seulement il y a de l'incertitude, mais il y a parfois de l'amateurisme dans les propositions de solutions. Quand on dit à un chef d'entreprise, alors il y a plein de choses faciles à faire. Si le couvre-feu est avancé à 18h, il suffit d'avancer le début de la journée du travail ou de réduire la pause déjeuner, comme pour les grands magasins, de manière à maintenir une durée de travail normale. On ne va pas faire arriver les gens au travail à 6h30. À 6h30 ou à 7h du matin. Voilà. Et ça... autant les mesures peuvent se comprendre. Ça marche bien dans un bureau, ça. Ouais. Autant les mesures peuvent se comprendre. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Je ne suis pas épidémiologiste. Je ne suis pas médecin. Donc, je peux comprendre qu'on prenne ce genre de mesures. Mais quand on suggère des solutions palliatives en disant ça permet ainsi de minimiser les incidences d'un couvre-feu à 18h, franchement, ça, je trouve que ça n'a pas de sens. Juste un mot, Dominique Résino, parce qu'il y a quand même plein de choses dans ce qui est dit. Un peu d'amateurisme, un démarrage un peu chaotique, avec un sentiment d'incertitude, d'impréparation. Je vais laisser, Michel, Oui, vous laissez assumer ces propos. Par contre, vous ne les portez pas. Non, c'est pas que je les porte pas. Effectivement, j'aimerais pas être à la place du gouvernement, évidemment. Certainement qu'il y a des problèmes. Oui, j'entends bien. Je suis d'accord. Mais bon, je reviens sur ce que Jean-Michel disait concernant il n'y a qu'à réduire la durée de repas. Dans le bureau. Pas. Moi, j'ai mes collaborateurs, il y en a bon nombre qui sont bien évidemment en télétravail, mais parfois, une journée, ils viennent travailler et parfois, on est obligé qu'ils viennent travailler. Surtout, je leur dis... Venir travailler sur site, j'ai l'impression qu'ils ne travaillent pas. Pardon, excusez-moi. Vous faites peur. Et surtout, je leur dis, et j'ai également des gens et des jeunes en alternance, je leur dis, vous arrêtez de travailler, vous déjeunez et vous allez marcher. Vous ne restez pas dans votre bureau. Vous ne restez pas pas votre bureau en mangeant votre petit plat. Surtout pas. Il y a besoin de s'oxygéner, c'est extrêmement important. Bien sûr. Et il faut qu'ils puissent s'aérer parce que là, sinon, il va y avoir des choses très graves de plus en plus. Mais... on a une situation de flou, de brouillard. On court un marathon dans des conditions difficiles. Parfois, on perd nos chaussures. On n'a pas forcément les bons crampons qui vont bien. Mais il faut quand même courir. Il faudra passer cette ligne. Il n'y a pas de doute. Quand René Ricol, qui est quand même pas n'importe qui, c'est un monsieur qui a accompagné le président Sarkozy en 2008, quelqu'un qui compte dans le paysage, haut commissaire à l'investissement à l'époque. Ancien patron des experts comptables. Ancien patron des experts comptables et qui est aujourd'hui à la tête d'un très gros cabinet. Donc c'est quelqu'un qui est plutôt incontesté, qui dit regardons la vérité et sage. Regardons la vérité en face. Nous, on va devoir, il le dit clairement, on va voir cette phrase, Fanny Grismer est en train de la chercher dans son carton, il va falloir c'est écraser la dette. En un mot, on assume l'idée que malgré le report d'un an du PGE, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire hier, on ne paiera pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a cette dette qui est quand même un petit peu là, le caillou, gros caillou dans notre chaussure. Alors certains disent on la paiera, mais on prendra le temps. Et d'autres disent on ne la paiera pas. Moi, il y a 2 points. Pour répondre à votre question, effectivement, il y a un baromètre qui vient de sortir dans Les Échos qui montre que finalement la dette n'est pas du tout dans la préoccupation spontanée des Français. Ce qui est assez déjà, c'est un fait qu'il faut. C'est intéressant ça. Voilà, qu'il faut observer avec. On regarde pas trop quand même. Hein. Voilà, donc c'est en tout cas une inquiétude qui va finir par, j'espère, se poser, mais qui n'est pas spontanément, en tout cas, dans l'esprit collectif. Mais lui, il a remis sur la table, René Ricol. Absolument. La deuxième chose, c'est que dans ce climat d'incertitude, vous l'avez dit, qui crée des vulnérabilités, notamment pour le tissu économique, on s'interroge sur, en tout cas, nous, un enjeu peut-être fondamental pour les entreprises, qui est le suivant. Est-ce que finalement, ce n'est pas un moyen aussi aujourd'hui de réinventer ou de repenser les indicateurs de performance des entreprises? On a un baromètre qui va sortir avec June Partners, Via Voice, qui montre que les chefs d'entreprise, finalement, en 2020 et au regard de l'année 2021 et des années qui viennent, vont faire des focus différents sur des indicateurs qui ne seront plus forcément peut-être l'évolution du chiffre d'affaires, la capacité de production, mais qui vont être peut-être la fidélisation des clients, la
très bien. motivation des collaborateurs. Comme on remet en question le PIB sur le Donc, plan macro. Essayer non pas de renoncer à des indicateurs, mais peut-être... La course au profit, on commence à réfléchir autrement, Ou quoi. en tout cas, on ne la regarde plus comme étant l'indicateur prioritaire de performance cette année, en essayant peut-être de se rassurer sur d'autres indicateurs Mais qui sont tout aussi importants. Ça, c'est un sujet, je dirais, très macro, l'idée qu'on remet aussi en question tous nos indicateurs, qu'on repense notre modèle. Mais excusez-moi de revenir à quelque chose de très pragmatique. Vous les avez en face de vous, les commerçants, les entreprises. Et vous l'avez entendu, ce que dit René Ricol. Oui, mais- On ne pourra pas, on ne peut pas, il ne pouvait pas au 1er mars 2021. On le repousse à 2022 et déjà, on entend, regardez cette jolie phrase, il va falloir tout simplement effacer les dettes des petites entreprises. Alors, est-ce que vous en prenez, vous aussi, la responsabilité? Est-ce que vous allez dans le sens de René Ricol? Alors, en ce qui me concerne déjà, attention, quand on dit... On rase gratis, on quoi. va regarder, non, mais on va regarder, faut trouver d'autres indicateurs. Ça, j'ai senti que ça vous... Ouais. Oui, les chefs d'entreprise sont assez pragmatiques malgré tout. Et aujourd'hui, c'est les mains, les pieds dans la glaise. Et surtout, 97% des entreprises en France ont moins de 20 salariés. Oui. Donc pour l'instant, avant de se dire c'est pas le profit, c'est comment je paye à la fin du mois, comment j'arrive à Basiquement, ouais. comment je paye mon loyer à la fin du mois. Et ça, c'est leur quotidien en permanence. Enfin, comment je paye mes salariés Avec une angoisse. Ouais. Ce que dit René Ricol, ça fait un moment, hein, parce il le dit très clairement. Il y a ceux qui disent la dette n'existera pas de toute façon. Il y a ceux qui disent qu'il faut payer la dette. Je pense qu'il y aura un sujet, en ce qui me concerne, au niveau non pas européen, mais mondial, parce que la crise, elle est mondiale. D'accord. Il y a une vieille histoire, j'ai plus le terme exactement, mais une vieille histoire dans les années 40 et quelque chose. Vous dites quoi, on va demander à la Chine de mettre au pot parce qu'elle est à l'origine du... Mais non. Non, mais je sais pas, moi, à un moment donné, il va falloir trouver des responsables. L'OMS essaie de faire une enquête. Ce que je voudrais dire, c'est attention. Alors, bien sûr, les sondages, c'est extrêmement important. Ça nous permet de réfléchir, Ah oui, de poser des bonnes questions, c'est très bien, d'accord. Mais les chefs d'entreprise aujourd'hui, les commerçants aujourd'hui, c'est comment j'ouvre demain matin et comment je ferme ce soir à 18h. Dominique Restido, sans vouloir insister, je donne la parole à Jean-Michel Garrigue, comme vous êtes à la tête de cette CCI Paris, vous êtes à la tête d'un réseau très impressionnant de PME, de commerçants. Est-ce que vous entendez ces petites phrases de commerçants qui vous disent « je suis tellement pris à la gorge que je ne pourrais pas payer ». Évidemment. Évidemment. C'est un sujet, quand Quand même. je vous ai le récit de 35% de défaillance en moins, c'est étonnant. Donc là, ils vous disent, on peut C'est pas. contre-cyclique et tout ça. Mais en réalité, non, mais 35 en moins de défaillance. Mais c'est parce qu'elles vont arriver. Elles vont arriver. J'étais à l'installation du tribunal de commerce de Paris cette semaine. Je peux vous garantir qu'ils s'apprêtent et ils savent qu'il va y avoir des problèmes qui sont devant. D'accord. Le tribunal, Alors, ça s'attend à... Je sais que le gouvernement, à bien une sûr, vague. essaye de faire tout ce qu'il peut et le moral est extrêmement important dans ces moments-là. Mais pour l'instant, cette course contre la montre, ce vaccin qui doit se développer partout, je veux dire, et en plus, il y a des enjeux variants, Sanofi. voilà. Ouais, il y a les variants et il y a notre entreprise française qui a du retard. Il faut quand même en parler un tout petit peu. Jean-Michel Garrigue, la dette. Parce que vous savez, René Ricol, il y va assez cash. Hein. Il dit, écoutez, arrêtons de vendre du rêve. Que ça soit 2021 ou 2022, ils ne pourront pas payer. Il me pardonnera ce terme, mais la ricolerie, elle est contagieuse. Ça ne concerne pas du tout les entreprises, enfin, en tout cas pas exclusivement les entreprises. Oui. C'est à tous les niveaux. Comment vont faire les ménages pour rembourser leurs dettes? Comment vont faire les entreprises pour rembourser? Comment vont faire les États pour rembourser leurs dettes? Pour l'instant, c'est la Banque Centrale Européenne qui fait office, si je puis dire, de prêteur sur gage, si vous me permettez l'expression. Mais c'est à des taux très faibles. À des taux très faibles. Donc, mais c'est en fait une espèce d'avatar collectif, une sorte d'ectoplasme. Donc c'est quoi? Il faut faire la grande conférence de Paris. Vous savez, comme quand il y a une guerre, on fait une conférence de Paris, on se met autour de la table. Plutôt sur la conférence du monde, là. Et non, mais c'est la conférence où tout le monde se réunit et dit, bon, comment on règle cette affaire? On n'en est pas là. On va faire une espèce de Bretton Woods moderne. Si c'est ça, c'est exactement ça. C'est plutôt Bretton Woods. Un Bretton Woods moderne, parce que tous les pays du monde sont dans la même situation, sauf ceux qui sont les maîtres de leur propre économie et de leur propre monnaie. La Chine en est un très bon exemple. La Chine pourra en profiter pour ne pas s'associer à un accord mondial en disant, mais écoutez, chez nous, tout va très bien, l'économie va bien, la monnaie va bien. J'évoquais, bon, le virus est parti de ce pays. Non, mais cette question sera un des éléments de l'équation. Enfin, je me permets de le dire. Le réveil, qu'il soit un an plus tard, comme le propose le gouvernement, ou qu'il n'intervienne jamais, comme dit René Ricol, en disant les entreprises ne seront pas en mesure de rembourser, il y a bien un moment où il va falloir se mettre autour d'une table pour décider. Au plan d'un département, au plan d'un pays, au plan d'un continent et au plan d'un monde,
en disant qu'est-ce qu'on fait. Précisons quand même que ces PGE, pour ceux qui ne seraient pas au fait, ce sont des banques qui ont monté des dossiers avec les personnes on est d'accord Attendez, c'est les banques, mais c'est garanti par l'État à 90%. À 80%. Donc au final, c'est l'État qui récupère la dette. Hein. D'accord, la banque va dire, attendez, je vous rends la créance. Il y a eu une très belle collaboration entre les banques, parce que c'était du boulot. Qu'on jouait le jeu, on est avec les d'accord. pays également, et l'État. Enfin, c'est l'État qui garantit. Avant de nous quitter, vous évoquiez, je voulais avoir votre point de vue, parce que... Même si les banques, 10%, ça peut être important quand même. Hein. C'est ce que j'évoquais, j'allais le dire. 10%, c'est quand même pas une Bien sûr, ardoise qui reste sur les bras des banques, sur le volume des prêts garantis. Bien sûr. La vaccination, parce que là, on est passé, c'est une information importante que nous donnait Jean-Michel Garrigue, les Français étaient très anti-vaccins, puis là, on voit quand même la réalité des faits, c'est qu'on nous dit de manière très pragmatique, si vous ne faites pas vacciner, on va rester avec le masque pendant 10 ans. Globalement, c'est ce qu'on nous dit. Ça joue, cet élément-là, en se disant, soyons pragmatiques, quoi. Si on se fait vacciner, on gagne la bataille. En termes de stratégie d'opinion, en tout cas, je pense qu'il y a eu une erreur du gouvernement de se dire de trop de prudence. Mais bien sûr. Une opinion qui sera plutôt favorable. Le fameux comité du Conseil économique Absolument. et social. Je pense que la trop de prudence a amené une sorte d'hésitation, de crainte, de quelque chose qui nous était caché. Et là, pour le coup, les études d'opinion sont aussi performatives de ce point de vue-là, puisque plus on fait des études, plus on voit que les gens sont vaccinés, plus on se dit finalement qu'il n'y a pas de risque, et plus on a une amplification du taux d'adhésion. On a vu les premiers qui ne sont pas alités malades, on se dit, après et puis on a un retour d'expérience des autres pays aussi. Bien en sûr. Israël, moins de 50%, enfin ceux qui ont été vaccinés, il y a un taux d'incidence sur la viralité du virus qui descend de plus de la moitié. Donc ça marche, quoi. Et qui a marché sur le volume, si je peux me permettre. Les Israéliens sont allés en masse, plus d'1 800 000 vaccinés. Vous y avez fait référence, Arnaud. J'ai effectivement co-signé une tribune dans le JDD. Quelques-uns dans le JDD pour inciter les chefs d'entreprise à inciter l'ensemble des personnes. C'est pas gagné quand même. Hein. Non, c'est pas gagné. Non, mais là, vous mettez une pierre, vous dites... Il y a un joke en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu circuler sur les réseaux sociaux, c'est un Allemand, un Américain, un ceci, un cela, et un Français. Le Français, il ne veut rien du tout, il veut rien du tout, il veut rien du tout. Et on lui dit, non, mais vous, on n'a pas de vaccin, on peut pas... Ah non, je veux le vaccin maintenant. Donc c'est totalement contradictoire. Bon, c'est un petit peu d'humour. Voilà. C'est un peu d'humour. Non, mais concrètement, cette vaccination, c'est la clé de notre réussite. J'évoquais Sanofi d'un mot, j'aimerais qu'on en dise un mot, parce qu'il y a un vrai débat de doses. On nous a donné un nombre de doses, on va gérer la pénurie, là. C'est ça l'idée, non ? On gère la pénurie. Alors, l'idée... C'est terrible de dire ça, parce que beaucoup de Français disent « mais c'est quand ma date à moi ?» Alors, l'idée d'origine, je ne suis pas spécialiste, mais pour avoir lu quand même pas mal d'articles là-dessus, c'est qu'il y avait, ce qui est d'ailleurs extraordinaire, d'habitude, il y a un vaccin pour un virus. Là, il y en a. Là, on se retrouve avec une dizaine d'entreprises... Qui ne sont pas tout à fait les mêmes, d'ailleurs. Qui sont dans, en plus de 5 familles vraiment différentes, et une dizaine d'entreprises, de laboratoires au plan mondial, soit seules, soit en association, devaient fournir différents vaccins dont la somme permettait des espoirs pour beaucoup, de la plupart de la population. Mais là, on voit qu'il y a quand même une difficulté de production. Il y a certains, vous l'avez vu, certains vaccins qui ont été retoqués parce qu'en phase 2 ou en phase 3 des essais préliminaires, ils ne rendent pas, ils n'ont pas le rendement escompté. Et je leur dis, il y avait notre entreprise française, qui est assez mondiale d'ailleurs, Sanofi, qui a annoncé, c'était un coup dur, ça ne sera pas avant décembre. Là, on se dit, mais alors ça veut dire que tout le monde va être vacciné avec Pfizer et Moderna, puis quand Sanofi va arriver, ça va servir à rien, ou pas à grand-chose. Ce qui aurait été très intéressant, justement, c'est quand on voit les différentes catégories de familles de vaccins, ça aurait été de voir les effets parallèles d'une famille de vaccins par rapport à une autre, du vaccin de Pfizer par rapport au vaccin de Sanofi, celui de Moderna par rapport à celui de tel autre laboratoire. Pour l'instant, les deux seuls vaccins qui sont administrés sont de la même famille. Ce sont les plus rapides à produire. Ce sont ceux dont les effets ne sont peut-être pas les plus importants, mais en tout cas, les vaccins peuvent être administrés rapidement. Ils sont plus chers pour l'instant. Ils sont plus chers. On n'a pas encore fait comme pour la dette, on ne regarde pas le coût, mais là ça coûte cher. Pfizer, ils sont chers. Voilà. Et en plus, ils sont d'autant plus chers que comme ce sont les seuls à pouvoir produire. Ils ont la main. Voilà. C'est une entreprise, c'est ça que vous nous dites. Voilà. Plus on produit, plus c'est cher. Un dernier mot de conclusion sur ce vaccin. Je ne laisse pas dire ça, moi, Arnaud. Non. C'est une entreprise. À dire que les entreprises, c'est je profite du système. Elles ont besoin de faire une marge.
elles font une marge, les entreprises. Voilà. Sinon, ça Bah, je marche sais pas si Warcho a Non, mais souri. il y a un Vous truc- il y a n'allez pas un nous tirer amalgame les que oreilles. j'aimerais parce que- pas. Voilà, d'accord. Donc vous me rectifiez sur Oui. l'idée qu'attention, Oui. l'entreprise n'a pas tiré sur la corde sur le coût du vaccin Alors, parce je qu'elle parle avait le pas de monopole. celle-ci. C'est parce que vous D'accord. avez généralisé aux entreprises. C'est ça. Vous avez raison. Et c'est Voilà. bien de se prendre un petit coup de règle à la fin d'un Absolument, débat. Clac, absolument. le coup de règle de Dominique Restineau. Voilà. Merci Dominique d'être venu, président de la CCI Paris, fondateur de MoveJ. Vous y êtes très très attaché. Et puis la volonté de vacciner dans l'entreprise. Alors ça, c'est une autre histoire parce que là, il faut organiser tout le processus technique. Ouh là 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 là, que ça a l'air compliqué. Et les soldes, Et les soldes, déplacez-vous, c'est 18h au maximum. Commencez pas les soldes à 6h30, ça sera fermé, c'est une boutade. Stewart Shaw, merci, consultant en stratégie d'opinion chez Via Voice. Et merci à Jean-Michel Garrigue, directeur associé en charge des RH et du développement chez BLB Associés. C'était un plaisir d'avoir ce débat avec vous dans le cercle des experts. Restez avec nous, c'est le livre de Smart Job. On parle de la décision, ça tombe très bien, parce que décider en ce moment, c'est compliqué. On est dans le brouillard, on en parle avec l'auteur d'un livre. bonne année. Bonne année. Bonne année. Vous avez vu, on est encore en direct. Tout le monde se dit des petites gentillesses. Alors, bonne année à vous. Bonne année à vous tous. Je l'ai encore le droit de le dire jusqu'au 31. Donc, je l'avais déjà souhaité. Marine Balançard, merci d'être avec nous. Merci. Vous avez forcément écouté le débat qu'on a eu. On fait un marathon dans le brouillard qui vient évidemment faire écho à votre livre. Décider, ça se travaille, édition Erol, que vous avez écrit avec Marine de Chérizet et avec une préface de Jean-Louis Etienne. Je précise que vous êtes directeur DG du cabinet de formation conseil à Riséal. Et Jean-Louis Etienne, dans sa préface, dit un jour, j'ai décidé de partir avec Tabarly, alors qu'il raconte qu'il avait une voie toute tracée pour devenir chirurgien universitaire, avoir une vie un peu pépère, un peu sympathique. Non, il choisit l'aventure. Décider, non, Chirurgien pépère, je suis pas sûr. Mais... Non, mais quand je dis, c'est ce qu'il explique, une vie, je dirais, un chemin tout tracé, sans aventure, sans avoir à partir au pôle Nord pour pousser un traîneau pendant des heures. C'est quoi décider, finalement ? Décider, c'est prendre un risque, c'est prendre son risque, comme dirait le président, notre président. Prendre son risque. Il le dit souvent. Et décider, c'est prendre un risque. Décider, c'est très lié à l'incertitude. En fait, quand on a évalué tous les risques et qu'on les a modélisés, il reste toujours une part d'incertitude. Et la décision, c'est ça, c'est trancher dans l'incertitude, c'est-à-dire en n'ayant pas tous les éléments. Et la décision, c'est l'incertitude parce qu'on ne connaît pas le résultat à l'avance de sa décision. Je ne sais pas quand vous avez écrit ce livre, j'imagine peut-être... Il y a 2 ans. 2 ans. Donc vous étiez hors la période folle dans laquelle nous sommes. Et cette question que vous posez, elle est éminemment d'actualité. Enfin, on parlait du gouvernement. À chaque fois qu'il est face à il doit décider. Absolument. C'est il terrible. décide dans le brouillard ou plutôt dans l'incertitude, face à une situation nouvelle, dans l'inédit. Mais le plus tragique, c'est quoi? C'est de ne pas décider. Je parle pour vous qui regardez, pour un patron ou pour un être humain qui se dit le mieux, c'est de ne pas décider, c'est de laisser faire. Pas décider, oui, on le voit beaucoup dans les grandes entreprises. On le voit. Le problème, c'est que ne pas décider, c'est déjà une décision. C'est vrai. La décision n'a pas d'inverse. Donc, si vous ne décidez pas, c'est déjà une décision. Et tout le monde le voit en plus. Quand vous ne décidez pas, vous pensez que vous êtes tranquille. Cet homme, c'est un homme qui ne décide pas. Voilà. Mais déjà, il fait quelque chose. Ce sont les pires. Enfin, dans les entreprises, c'est ce qu'on craint le plus. C'est la non-décision. L'atermoiement, on va hésiter, on ne sait pas. Alors ça, c'est peut-être ceux qui ont peur de se tromper et qui pensent qu'ils vont perdre en autorité s'ils se trompent. Moi, je dirais que c'est tout l'inverse. Quand on décide, surtout dans l'incertitude, l'erreur est omniprésente. Donc, il faut éviter l'erreur, mais si elle arrive, il faut réagir le plus vite possible et revenir en arrière. C'est peut-être un peu ce qui manque en ce moment parfois. C'est cette capacité à revenir en arrière et à d'assumer, de dire j'ai décidé, ce n'est pas le bon choix, je reviens. Et c'est la seule façon de ne pas perdre en autorité. Rien de pire que de s'enfoncer dans l'erreur. Ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est des critiques qu'on fait au gouvernement. Ils font des choix, on peut les critiquer, on peut les contester, mais jamais il y a l'idée comme ça d'un examen de conscience en disant effectivement, on a pris ce choix sur les masques, qui est l'exemple qui marquera l'histoire. On n'en a pas besoin parce qu'on n'en a pas, mais pourquoi pas le dire? Excusez-moi, non, ça a dû vous heurter. Normalement, oui, ça heurte ça heurte tout le monde, mais peut-être que le gouvernement a peur de perdre en autorité. C'est l'autorité de l'État, mais en réalité, c'est normal de faire des erreurs et de tâtonner dans des situations complètement inédites. Tous les entrepreneurs le savent. Quand ils lancent une entreprise,
Voilà, il n'y a pas de doute qu'il faut rectifier tout de suite quand on fait une erreur. Il n'y a pas de doute qu'il y a des doutes, si je peux me permettre. C'est pas pour faire des phrases un peu alambiquées, mais quand on crée son entreprise, qu'on part sur un marché, il n'y a pas de doute qu'on va avoir plein de doutes. Voilà. Les entrepreneurs qui créent une entreprise, ils ne le savent pas tous, mais ils l'apprennent très très vite. Qu'il faut choisir, parce que décider, c'est choisir. Oui. Et ça, c'est l'acte, voilà. Et puis quand on prend une décision, ça veut dire qu'on lâche de l'autre côté. Et ça, c'est pas simple. Ce qui est important également, c'est le processus de décision. De mon point de vue. Comment on bâtit sa décision. Comment on bâtit sa décision. Donc juste un mot, il n'y a pas de pile ou face, parce qu'il y a un débat aussi qui est de se dire, bon, de toute façon, la vie est un destin, tout est déjà écrit d'avance, hop, jette la pièce, et puis on verra ce que dit le destin. C'est l'inverse de ce que dit Dominique Restineau, tout ça se construit, se réfléchit. Le pile ou face, non, ça non plus, c'est pas la pensée magique, quoi. Non, il n'y a pas de pensée magique, mais par contre, quand on ne sait pas, eh ben, il faut quand même parfois avancer, et dans ce cas-là, on peut faire un pas en avant, non pas pour faire n'importe quoi, mais pour obtenir de l'information. Parce que si vous bougez, vos concurrents vont bouger, vos collaborateurs vont bouger. Et on crée une dynamique. Vous créez une dynamique et surtout, vous créez de l'information et vous pouvez réagir par rapport à cette information que vous avez vous-même générée. Stewart, vous voulez dire quelque chose? Non, ça m'intéresse beaucoup. L'idée de décider, c'est aussi accepter cette incertitude-là. Ouais. Et c'est aussi renoncer finalement à cette tyrannie que l'on a. Et c'est un sondeur qui vous le dit, de toujours vouloir anticiper et prévoir l'avenir. Il faut accepter parfois que... il y a du mea culpa chez Stewart Chaud, c'est vrai. Savoir ce qui va se passer demain, voilà. C'est intéressant ce que vous dites. Parce qu'il y a le prisme, quand on se déplace un petit peu, on voit les choses autrement. Et ça aide à regarder et à comprendre les choses différemment. Avant de nous quitter, Marine Balançard, vous reviendrez nous parler dans nos débats, parce que c'est intéressant d'avoir cette vision un peu, pas décentrée, mais très didactique. Hein. Oui. Votre décentré est didactique, parce que votre livre est très didactique aussi. Ce n'est pas un livre de philo, c'est un livre extrêmement pédagogique. Et je vois que Dominique Restineau l'orgue, je vais vous l'offrir. Pourquoi avoir décidé malgré tout, parce que c'est très philosophique la notion de décision. Vous venez de l'entreprise, vous dirigez un cabinet, et vous vous êtes centré sur ce mot de la décision. Oui. C'est très à l'intérieur de nous, la décision. C'est très philo, finalement. Oui, et puis on décide depuis le plus jeune âge. Donc en fait, ouais. on a pris des habitudes de décision. On ne sait pas trop pourquoi on décide comme ça. C'est l'habitude. Et quand on demande aux gens, mais comment vous décidez ? Ils ne savent pas trop quoi répondre parfois. Alors ils disent, j'utilise ma rationalité. Et donc, pour s'améliorer, si on ne sait pas comment on décide, on ne peut pas s'améliorer. Donc voilà pourquoi on a écrit ce livre. Votre livre, il est aussi une manière d'un décryptage de ce qui est très invisible et du non-dit, et vous le décryptez finalement. Voilà, c'est très pragmatique. C'est passionnant. Il y a beaucoup d'exemples aussi, notamment sur la pensée positive, sur la façon dont on prépare une décision. Parce que si on est dans le noir et si on est muré, on décide mal, on est d'accord ? Absolument. À la fois, il faut de l'information, et à la fois, trop d'informations tue la décision. On ne peut plus décider. Et il faut du courage, parce qu'il faut se jeter. Mais il faut trancher, et puis il faut faire le deuil, comme vous disiez tout à l'heure, des autres possibilités. Exactement. Donc il faut accepter de se lancer dans un chemin et d'occulter les autres au moins un temps. Passionnant, hein. Vous voyez, il y a pas mal de mots qui circulent autour de la psychologie, presque de la psychanalyse autour de la décision, parce que ça va chercher très très loin une décision en fait. Fondamentaux de la personne humaine. Exactement. Merci Marine Balançard. Merci beaucoup. Marine de Chérizet, qui est votre co-auteur, préface de Jean-Louis Etienne. Décider, ça se travaille. On a vu ce livre aux éditions Erol. Je n'oublie pas l'éditeur. Merci de m'avoir accompagné, Stewart Chaud et Dominique Restineau, jusqu'à la fin de cette émission. Je remercie toutes les équipes. Je remercie notre réalisateur, dont le nom m'échappe, mais voilà, je le remercie. Nos équipes du son. Je remercie notre Jérôme qui a accompagné nos invités. Je remercie Fanny Griesmer. Et évidemment, ça les fait beaucoup rire en régie. On se retrouve lundi. Bon week-end à tous. Portez-vous bien, évidemment. Attention, samedi, c'est 18h. Hein. C'est le couvre-feu. Allez faire les soldes, vous a dit Dominique Restineau. Ben voilà, on ira. Bon week-end, à lundi.